À Aden, les combats au sol ont cessé il y a un peu plus d'1 an. Mais les tensions subsistent, comme en témoignent les afflux de blessés que l'hôpital MSF reçoit régulièrement. Dernière en date, le 29 août. Quand on a entendu l'explosion, on a préparé le plan d'afflux massif de blessés afin de pouvoir recevoir les victimes. Nous avons eu 10 minutes pour tout préparer, avant l'arrivée des premiers patients. Il y avait 46 personnes décédées et 60 blessés. Certes, de nombreux hôpitaux de la ville ont rouvert, et l'accès aux soins n'est plus aussi limité qu'il l'était il y a 1 an. Mais la situation reste très précaire dans la ville. Nous avons reçu des milliers de blessés en 1 an, alors que, vu les circonstances, la majorité des hôpitaux ne parvenaient pas à fournir des soins médicaux de manière continue. Il arrive encore aujourd'hui que les hôpitaux d'Aden, qu'il s'agisse de structures publiques ou de structures privées, aient des difficultés en ce qui concerne l'approvisionnement. Le secteur de la santé ici à Aden est en très mauvais état. Parmi les patients que les équipes reçoivent à Aden, certains ont été référés depuis Taïz, une ville située à quelques 200 km. Sur place, l'accès aux soins est plus difficile encore. MSF soutient plusieurs hôpitaux, dont celui d'Aturba. De nombreuses routes qui mènent à cet hôpital sont coupées ou difficilement empruntables. Beaucoup de patients peinent donc à rejoindre l'hôpital et certains décèdent même en chemin. Aturba est une localité en périphérie de Taïz, où vivent 30 000 personnes. Mais les structures de soins sont si rares que 100 000 personnes dépendent en réalité de ce seul hôpital. Depuis l'été, les centres de soins de Maïdougouri ne désemplissent pas. À Maïmoussari, les équipes reçoivent environ 3000 femmes et enfants en consultation externe chaque semaine. Paludisme, malnutrition et diarrhée font partie des pathologies principales. Les cas de diarrhée, notamment, alertent les équipes qui se préparent à une éventuelle apparition du choléra. Gouangé est un centre de nutrition thérapeutique intensif qui accueille les enfants sévèrement malnutris. Les 110 lits de l'unité sont occupés en permanence. Soignés avec une sonde nasogastrique ou des aliments thérapeutiques, les enfants malnutris restent ici 1 semaine en moyenne. La crise alimentaire qui frappe les habitants de la région n'est pas prête de finir, car l'insécurité les empêche toujours de retourner au champ. Les déplacés de Maïdougouri, qui pour certains n'ont reçu aucune aide alimentaire depuis 2 mois, commencent à manifester leur colère. C'est bien chez vos superviseurs et au niveau des préparateurs, des vaccinateurs, de ne pas mélanger en... Kinshasa, capitale de la RDC, environ 10 millions d'habitants. Face au risque de propagation de l'épidémie de fièvre jaune qui sévit en Afrique centrale depuis le début de l'année, les autorités ont décidé d'organiser une campagne de vaccination. Après avoir vacciné 350 000 personnes à Matadi, non loin de la frontière avec l'Angola, MSF a immunisé 710 000 habitants de la capitale. J'étais prête à faire la queue pendant longtemps parce que je sais que cette épidémie a déjà tué de nombreuses personnes en Angola. Je suis venue pour me protéger. J'ai attendu patiemment ici pour avoir le vaccin avant de rentrer chez moi. La fièvre jaune est une maladie incurable qui tue entre 15 et 50% des personnes touchées par la forme sévère. En RDC, 74 cas ont été confirmés, qui ont fait 16 décès. La vaccination, mais aussi la lutte contre le moustique porteur du virus, sont donc les meilleurs moyens d'éviter de nouveaux décès.
Le phénomène de la résistance aux antibiotiques est un problème de santé publique mondiale. Mais dans les pays aux ressources limitées, où les systèmes de santé sont défaillants, où l'accès à l'hygiène n'est pas garanti et où la prescription des antibiotiques n'est pas régulée, il prend une ampleur particulièrement inquiétante. Dans un pays développé, pour connaître la bactérie responsable d'une infection et savoir quels antibiotiques utiliser pour la combattre efficacement, il suffit de faire des tests en laboratoire. Ils sont présents dans les pays où toutes les conditions nécessaires sont réunies. Un approvisionnement en eau et en électricité stable, une température contrôlée, ni poussière, ni humidité. On y trouve aussi des ressources humaines qualifiées et les matériaux et produits nécessaires à l'exécution des tests. Autant d'éléments qui manquent ou sont difficilement accessibles dans de nombreux pays où travaille MSF. Sans pouvoir diagnostiquer correctement les infections, et sans régulation de la prescription des médicaments, les médecins ont eu, pendant de nombreuses années, largement recours aux antibiotiques à large spectre, efficaces contre plusieurs bactéries à la fois. Résultat, aujourd'hui, le phénomène de résistance aux antibiotiques rend des maladies comme la méningite, la dysenterie, les pneumonies ou les infections généralisées du sang extrêmement difficiles à traiter. MSF a donc décidé de développer un laboratoire portable qui aurait toutes les fonctionnalités d'un laboratoire classique, mais qui serait adaptable à ses conditions d'intervention. Il doit donc respecter le cahier des charges suivant. Être tropicalisé, c'est-à-dire résister à la chaleur et à l'humidité. Être simple d'utilisation, c'est-à-dire manipulable par du personnel formé en quelques jours. Être robuste, peu encombrant, bon marché et facile à transporter. Un équipement de ce genre permettrait à la fois de mieux diagnostiquer les résistances aux antibiotiques et de mieux les documenter. Il servira en priorité aux nouveau-nés et aux enfants, notamment mal nourris ou séropositifs, ainsi qu'aux blessés de guerre. Ce projet, nommé Minilab, mené en partenariat avec des institutions publiques et des partenaires privés, doit se dérouler sur plusieurs années. Il s'agit de sélectionner les innovations les plus à même d'intégrer ce dispositif, les tester sur le terrain, puis de fabriquer un prototype de laboratoire mobile dans lequel elles seront intégrées. On avait un patient justement yézidi qui a été torturé par ISIS pendant 1 an et qui est devenu vraiment fou à la suite de ça. C'est-à-dire fou, c'est-à-dire qu'en fait il s'est retiré de la vie psychiquement, il n'était plus capable de répondre, de participer à la vie quotidienne. Malgré ça, il a été emmené sur le chemin de l'exil par sa famille, son frère, sa belle-sœur, son neveu, et c'est comme ça qu'il est arrivé en Grèce. Et on a essayé de l'aider, on lui a donné un traitement pour essayer de le sortir de cet état-là, mais à un moment il a fait un épisode psychotique aigu. On a dû l'hospitaliser dans un hôpital grec et malheureusement l'hôpital grec il subit les problèmes financiers de ce pays et ils sont totalement incapables d'accueillir un patient qui avait besoin d'un abri, il savait plus du tout ce qu'il faisait, il partait en courant, il se perdait, etc. Ce qui fait qu'on a dû faire un tour de rôle 24 heures sur 24 pour être présent auprès de lui parce que le staff était incapable de le retenir. Les portes n'étaient pas fermées, les infirmiers n'étaient pas en nombre suffisant, le psychiatre ne venait pas assez souvent et n'avait pas d'interprète pour lui parler. Donc on devait aussi fournir l'interprète à chaque fois qu'on voulait un entretien avec le psychiatre de l'hôpital. La nourriture n'était pas fournie, même les chaises pour les accompagnants, on a dû les louer, enfin c'était terrible. Et moi je me sens responsable, je suis partie, c'est pour ça que j'en parle, je suis partie, il est encore à l'hôpital dans ces conditions-là, avec une prise en charge tout à fait déplorable. Et ça, je trouve ça dommage pour quelqu'un qui en a tellement bavé. Le seul moyen qu'il trouvait de le retenir, c'était de l'attacher. Pour quelqu'un qui a dû être attaché pendant 1 an, c'est terrible. On a essayé d'expliquer ça, mais il n'avait pas d'autre moyen pour retenir quelqu'un contre son gré que de l'attacher.